Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'association Agir à Villejuif. Cette fois, nous avons choisi de traiter du bruit. Pourquoi en parler? D'après le rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement, le bruit provoque de l'ordre de 12 000 décès prématurés par an, rien qu'en Europe. Un rapport publié en décembre 2014 par l'Agence européenne de l'environnement estime que le bruit généré par le trafic routier serait responsable de 10 000 morts par an en Europe. L'agence précise que l'exposition au bruit de la circulation routière est la principale source de nuisances. D'après une étude de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, un organisme des Nations Unies, ce serait toujours en Europe de l'ordre de 1 600 000 années de vie en bonne santé perdues à cause de niveaux sonores excessifs. Ce thème vous sera présenté en 7 parties. Le côté physique, comment le son est produit et comment il se propage, qu'est-ce qu'un son, qu'est-ce qu'un bruit. Le côté physiologique, comment entend-on, comment fonctionne notre système auditif. Le côté sanitaire, quelles sont les atteintes possibles à nos organes auditifs ainsi qu'à l'ensemble de notre organisme. Les mesures que l'on peut faire et les appareils de mesure. La réglementation et son application, les acteurs de la lutte contre les nuisances sonores. L'action de notre association, ce que nous avons fait et les principes de notre action. Et enfin, quelques éléments pour aller plus loin pour celles et ceux qui le souhaitent. Commençons par le volet physique, qui sera, ne vous inquiétez pas, accessible à toutes et tous, et ne nécessite aucune connaissance préalable. Tapez avec un marteau sur un objet métallique, et tout de suite approchez l'extrémité de votre doigt de cet objet. Vous sentez des vibrations. L'objet ne se déforme pas, sauf si vous avez tapé trop fort, mais je vous avais bien dit de ne pas taper trop fort. Il ne se déforme pas, mais il vibre. Et ces vibrations se transmettent aux objets à son contact, comme votre doigt. Il existe autre chose au contact de notre morceau de métal, l'air. Évidemment, ce n'est pas solide, mais ce gaz est formé de matière, les molécules de l'air, azote et oxygène principalement. Les vibrations du métal vont donc se transmettre aux molécules d'air. Celles qui sont au contact du métal vont être repoussées, ce qui fait qu'une petite zone va se trouver comprimée. La couche d'air à côté étant moins dense, la première va pouvoir s'y dilater, ce qui va comprimer la deuxième, qui en se dilatant va comprimer une troisième couche, et ainsi de suite. Bien sûr, s'agissant d'air, c'est-à-dire d'une matière beaucoup moins dense qu'un liquide ou un solide, ce phénomène va s'atténuer assez rapidement. D'autant plus rapidement que le son au départ n'était pas très fort. Tant qu'il peut se propager, ce phénomène le fait à la vitesse d'environ 330 mètres par seconde. C'est-à-dire qu'il fait 1 km en 3 secondes. Ceci permet par exemple de calculer simplement la distance à laquelle est tombée la foudre au cours d'un orage. La lumière se déplace à 300 000 km par seconde. Le trajet entre un éclair et vos yeux se fait donc de façon quasi instantanée. Il suffit de compter le nombre de secondes séparant l'éclair du tonnerre
puis de diviser par 3 pour avoir la distance de l'événement en kilomètres. Si l'on compte par exemple 9 secondes entre la vision de l'éclair et la perception du tonnerre, c'est que la foudre est tombée à 3 kilomètres. Le son se transmet mieux et plus loin dans un milieu plus dense que l'air, par exemple le métal. D'où la scène classique dans les westerns où un Indien colle l'oreille contre un rail pour savoir si un train arrive à une distance à laquelle il est encore inaudible dans l'air. Mais air, fer ou eau, il faut un milieu matériel pour que le son se propage. Il ne peut pas le faire dans le vide. Dans un film de science-fiction, si l'on voit des vaisseaux spatiaux se poursuivre dans le vide en faisant des sifflements terribles, c'est juste pour renforcer l'ambiance. Cela ne repose sur aucune réalité physique. On entend même ce genre de bruit dans des documentaires scientifiques. Si l'objet qui produit le son vibre rapidement, par exemple une corde de guitare très tendue, on aura beaucoup de vibrations par seconde. Ce nombre, suivi de l'unité Hertz, est appelé fréquence du son. 10 vibrations par seconde, 10 Hertz, 1000 vibrations par seconde, 1000 Hertz. Dans notre exemple, la fréquence est élevée. Il s'agit d'un son aigu. Par exemple, 5000 Hertz. Mais si l'on tend moins la corde, on aura moins de vibrations par seconde, donc une fréquence plus faible. Il s'agit d'un son grave. Par exemple, 100 Hertz. Un mélange harmonieux de sons de différentes fréquences fait de la musique. Un mélange sans harmonie, c'est du bruit. Les sons se propagent donc et arrivent dans notre oreille. Comment cet organe fonctionne-t-il? Les sons sont concentrés par le pavillon de l'oreille, puis le conduit auditif, et parviennent à une membrane bien connue, le tympan. Jusqu'ici, nous sommes dans l'oreille externe. Le tympan met en vibration un petit os, le marteau, qui frappe un autre os, l'enclume, qui en fait vibrer un troisième, l'étrier. Ces os se trouvent dans l'oreille moyenne. L'étrier fait à son tour vibrer un petit sac plein de liquide, la cochelée, qui forme maintenant l'oreille interne. À l'intérieur se trouvent des cils vibratiles qui vont venir exciter les cellules qui tapissent le fond de la cochelée. Il s'agit de cellules nerveuses qui vont transmettre les informations qu'elles ont ainsi recueillies au cerveau par l'intermédiaire du nerf auditif. Celui-ci, le cerveau, reconstitue une sensation mentale pour informer son possesseur des sons auxquels il est confronté. Plus, l'existence de deux oreilles génère un effet stéréo qui permet d'apprécier la direction de laquelle provient le son. Simple comme système? Pas vraiment. Comment l'évolution a-t-elle pu bricoler un système d'une telle complexité? Rappelons-nous que la vie est apparue dans les océans, dans un milieu liquide. Les organes d'audition de ces formes de vie étaient donc adaptés au milieu marin, donc plein de liquide. Quand les animaux ont conquis la terre ferme, ceux qui ont survécu étaient ceux qui entendaient venir leurs prédateurs, donc ceux qui bénéficiaient, par hasard, de mutations
leur permettant de transformer les sons qui se propageaient dans l'air en vibrations que leurs anciens organes pouvaient interpréter. Cette usine à gaz. Quelles sont les atteintes que notre organisme peut subir du fait de bruit? En voici les principaux exemples. Vous êtes en train de lire ou de travailler, les aboiements d'un chien proche vous déconcentrent, vous perdez le fil. Rien de bien grave là-dedans, parce que rien d'irréversible. Un bruit qui se répète fréquemment, ou très intense, ou qui dure longtemps, ou qui est particulièrement désagréable, peut conduire au stress. Les conséquences peuvent être des actions irréfléchies et en tout cas des atteintes à votre équilibre mental ou physique. Passer beaucoup de temps dans une ambiance particulièrement bruyante, comme un atelier de mécanique ou de chaudronnerie, peut provoquer des acouphènes. Il s'agit de sensations réelles qui se déclenchent après l'exposition au bruit en question. Elles ne sont pas générées par des vibrations externes, mais par les cellules nerveuses elles-mêmes. Ces bruits ne peuvent donc pas être entendus par d'autres. On peut parler de bruits fantômes. Très gênants, parfois même douloureux, les acouphènes toucheraient en Europe 10% des adultes et même certains enfants. Mais les bruits intenses peuvent conduire à la destruction de cellules nerveuses de l'oreille interne, donc à une perte d'audition. Et c'est irréversible. Ces cellules ne sont jamais remplacées. Il y aurait environ 6 millions de malentendants en France aujourd'hui, 90 millions en Europe. Et la tendance est à la hausse, surtout chez les jeunes. Tests à l'entrée dans la vie professionnelle montrent une audition déjà dégradée. J'ai parlé à plusieurs reprises de bruit fort, intense. Essayons maintenant d'être plus précis sur ce que l'on mesure et avec quel appareil. Il existe une intensité minimale pour déclencher une réaction de notre appareil auditif. La grandeur que l'on mesure couramment est le rapport entre l'intensité effective et cette intensité minimale. C'est ce qui s'appelle le niveau sonore. Attention, ne soyez pas effrayés, je vais faire une petite concession à l'annonce selon laquelle ce que j'explique est accessible à toutes et tous. Voici un petit supplément à l'usage de celles et ceux qui se souviennent de leurs cours de maths et de physique du lycée, une formule qui indique la façon de calculer ce niveau sonore. Je n'en dirai pas plus, je laisse les amateurs en contemplation devant cette jolie formule et je vous indique à toutes et tous que ce niveau sonore se mesure dans une unité bien connue, le décibel. Un petit détail vient introduire une complication. Notre oreille ne réagit pas de la même façon à toutes les fréquences. Elle privilégie les sons dits médiums, de 200 à 2000 Hz, sur les sons graves ou aigus. Pour tenir compte de cette particularité, on construit les appareils de mesure de façon à ce qu'ils fassent la correction, permettant de mieux rendre compte de ce que nous entendons réellement. Signaler que l'on a procédé à cette correction, on introduit un A entre parenthèses derrière l'unité. Je parlais d'appareils de mesure. Ces appareils s'appellent des sonomètres. Voici
celui acquis par l'association et qui nous a permis de réaliser les mesures dont je parlerai ensuite. Sûr, il ne s'agit pas d'un appareil homologué, c'est-à-dire dont les mesures font foi dans une procédure judiciaire, par exemple. Il nous permet cependant de nous faire une bonne idée du niveau sonore dans telle ou telle situation. Son maniement est particulièrement simple puisqu'un premier bouton permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil qui se place par défaut en mode mesure instantanée. Un second permet de passer en mode mémoire du plus haut niveau mesuré depuis l'allumage. Pour donner du sens à nos mesures, il convient d'avoir quelques points de repère. Je donnerai 3 points de repère physiologiques. D'abord, 80 décibels. C'est à ce niveau que se déclare un réflexe qui vise à diminuer la transmission des vibrations sonores vers l'oreille interne, donc à la protéger. Allez, en supplément gratuit, je vous donne le nom, mais ne l'ébruitez pas. C'est le réflexe stapédien. Cela montre qu'à 80 décibels, on arrive à un niveau considéré comme dangereux par notre organisme. À 90 décibels, des cellules de l'oreille interne meurent. Et vous le savez, quand on est mort, c'est pour la vie. Le processus est irréversible et se traduit par des pertes d'audition. Enfin, 120 décibels, c'est le seuil de douleur. La douleur est un mécanisme imposant à notre organisme de se soustraire au stimulus qui la cause. Connaissant ces valeurs, nous pouvons maintenant voir ce que dit la réglementation et comment elle est appliquée. Il ne sera pas question ici de la réglementation applicable aux situations professionnelles. Notre association n'a pas vocation à se substituer au syndicat de salariés. Nous allons parler de la réglementation applicable au public. Il y a d'abord ce qui relève de la loi. Les textes législatifs sont regroupés dans les différents codes. Le recensement que je vais en faire n'est sans doute pas exhaustif. Je vous donne lecture de ce que fixe le Code de la santé publique. Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine, ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde, ou d'un animal placé sous sa responsabilité. C'est l'article R 1334-21. L'article R 1334-33 donne la précision suivante. La différence entre le niveau de bruit comportant le bruit particulier en cause et le niveau habituel ne doit pas être supérieur à 5 décibels le jour, c'est-à-dire entre 7 heures et 22 heures, et à 3 décibels la nuit. On ajoute à cela un nombre de décibels fonction de la durée d'apparition du bruit particulier. Le tapage nocturne fait l'objet d'une réglementation particulière. Il s'agit des bruits ou tapages nocturnes troublant la tranquillité d'autrui. Il est régi par l'article R 623-2 du Code pénal. Attention, sont exclus de cette réglementation les bruits provenant des transports routiers, ferrés ou aériens,
ainsi que des installations classées pour la protection de l'environnement. C'est ce que nous indique l'article R 1334-3. Concernant les transports routiers, c'est le code de la route qui rassemble les textes qui nous intéressent ici. Les bruits des deux roues motorisées ne doivent pas dépasser de 5 décibels, le niveau sonore indiqué sur la carte grise. C'est l'article R 318-3. Le bruit des automobiles ne doit pas excéder 74 décibels et celui des utilitaires de grande puissance 80 décibels. Personne n'a été capable de nous expliquer cette bizarrerie qui fait que le législateur a fixé une limite absolue pour les véhicules à 4 roues et une limite relative pour ceux à 2 roues. La réglementation comporte également les arrêtés que peuvent être amenés à prendre les autorités locales de l'État, les préfectures, ainsi que les maires. Citons comme exemple l'arrêté préfectoral du Val-de-Marne de 2003 qui indique, entre autres, les nuisances engendrées par les chantiers de travaux publics et privés et les chantiers de travaux intéressant les bâtiments ainsi que leurs équipements devront être interrompus entre 20h et 7h et toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf en cas d'intervention urgente. Il fixe également la limite de 75 décibels à l'intérieur des magasins. Le bruit ne nous est pas parvenu d'arrêtés municipaux dans ce domaine, mais leur existence est possible. Qui est habilité à faire respecter cette réglementation? La gendarmerie nationale n'a plus aucun rôle à Villejuif. Nous sommes en zone dite 100% police. Pour la police nationale, le commissaire, contacté par nos soins en 2016, a répondu fort aimablement à nos questions. Il ressort de notre entretien que, si la lutte contre les nuisances sonores n'est pas une priorité de leur action, elle est cependant traitée lors d'actions contre le trafic de stupéfiants. En effet, celui-ci donne lieu à des rassemblements souvent bruyants et souvent tard la nuit. Lors de ces interventions, il y a verbalisation de personnes pour infraction à l'article R 623-2 du Code pénal, celui qui concerne le tapage nocturne. Cela donne lieu à des contraventions de classe 3, c'est-à-dire à une amende pouvant aller jusqu'à 450 €. Mais leurs véhicules ne sont pas équipés de sonomètres homologués. D'une part, les effectifs et le temps ne permettraient pas de se livrer à des contrôles systématiques. De plus, les propriétaires de deux roues particulièrement bruyants ne s'arrêtent pas sur la demande des policiers, mais cherchent à provoquer des courses-poursuites auxquelles se refusent les policiers parce que beaucoup trop dangereuses. En fait, les deux roues sont contrôlées à l'arrêt. La police nationale est en contact avec la police municipale. Pour la police municipale, dont nous avons également rencontré les responsables au moment de sa formation, même si les nuisances sonores ne sont pas l'infraction la plus grave, leur objectif est d'intervenir efficacement selon leur nature. Bruit de voisinage, d'entreprise, de commerce, de débit de boissons. Un autre service municipal possède un sonomètre ainsi que des personnels assermentés habilités à le mettre en œuvre. C'est le service d'hygiène.
Si besoin est, la police municipale peut faire appel à lui pour mettre sur pied une opération conjointe. Les Villejuifois pourront dire s'ils ont jamais vu la mise en œuvre de ces objectifs. D'après une étude de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, les nuisances sonores sont considérées comme un problème préoccupant par 2 fois moins de personnes en 2014 qu'en 2000. Pour notre part, nous ne considérons pas cette baisse de préoccupation comme justifiée. Notre association a commencé à travailler dans ce domaine. D'abord, comme je l'indiquais tout à l'heure, nous nous sommes dotés d'un sonomètre, en fait de 2, afin de pouvoir démultiplier nos capacités d'intervention et de mesure. Ensuite, nous avons réalisé quelques mesures, ça et là, en ville. Commençons par les rues. Dans une rue calme, nous mesurons autour de 70 décibels. Mais dans les rues passantes comme l'avenue de la République ou l'avenue Paul-Vaillant-Couturier, cela peut monter à 90 décibels, surtout lors du passage de véhicules particulièrement bruyants, comme des 2 roues ou des véhicules de nettoyage. Nous avons mesuré 87 décibels au passage d'un de ces engins municipaux. Nous étions intervenus auprès du directeur du pôle technique et il nous semble ne plus croiser d'engins aussi bruyants. Les nouveaux nettoyeurs gloutons sont particulièrement silencieux. Mais nous avons aussi mesuré plus de 92 décibels devant une souffleuse de feuilles et plus de 100 décibels au passage d'une voiture de pompiers. Ensuite, le métro. Nous ne parlerons que de la ligne 7. L'arrivée d'un métro sur le quai se traduit par un niveau de 84 décibels. Roulement, mesuré bien sûr dans la rame, dans un virage peut nous amener à 98 décibels. Et dans la pente entre Léo-Lagrange et Paul-Vaillant-Couturier, si 2 rames se croisent, on peut dépasser 100 décibels. Chacun sait que le fait de doter les rames de pneus sur certaines lignes a considérablement réduit les bruits subis par les voyageurs. La défunte communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre avait élaboré un projet de prévention du bruit et l'avait soumis à la consultation du public fin 2013. Nous y avions répondu en portant dans le registre les mesures que nous avions effectuées et les propositions d'action qu'elles nous inspiraient. Nous avons obtenu une réponse indiquant que nos remarques seraient prises en compte et que nous serions recontactés dans le cadre des réunions qui suivraient l'adoption du plan en vue de sa mise en application concrète. Bien sûr, nous n'avons jamais été recontactés. Beaucoup de bruit pour rien. Mais nous pensons avoir dans cette démarche fait œuvre utile. Espérons que le territoire dont fait partie notre commune, le T12, Grand Orly Seine-Bièvre, se saisira de ce problème de santé publique pour lui apporter des solutions positives. Notre association est évidemment prête à y apporter son concours. Notre association a également eu l'occasion d'intervenir en appui du collectif d'habitants qui s'est constitué pour tenter de faire réduire les nuisances, en particulier sonores, dues à la zone poubelle de l'hôpital Paul Brousse, dont de nombreux riverains subissent les effets. Nous avons prêté notre appareil afin qu'il puisse réaliser des mesures, en particulier la nuit, et les avons accompagnés lors d'une rencontre
avec les responsables de l'hôpital pour réclamer des aménagements. Voici la zone en question le jour et la voici en activité la nuit. Nous sommes disposés à intervenir de la même manière en appui d'une telle action collective, mais en aucun cas nous ne nous y substituerons. Dans d'autres domaines que les nuisances sonores, nous avons pu mesurer l'inanité d'une démarche à la place des personnes concernées qui veulent rester anonymes. Nous sommes aussi intervenus auprès de la mairie quand nous avons constaté que la sonorisation des fêtes de fin d'année se traduisait à certains endroits par un niveau de plus de 90 décibels. Avec succès, puisque nous avons mesuré le lendemain un niveau tout à fait normal. Précisons que nous ne sommes pas une organisation à but lucratif. Nous ne proposons pas de prestations payantes. Nous ne sommes pas non plus un service public prêt à répondre à toutes les sollicitations. Nous mettons notre temps et notre appareil à la disposition des adhérentes et adhérents de l'association qui ont contribué par leur cotisation à l'achat de cet appareil et par leur vote à la désignation des responsables habilités à la représenter dans ses actions et prises de position. Dans ce cadre, nous sommes prêts à développer nos activités dans la lutte contre les nuisances sonores. Si vous habitez Villejuif, qu'attendez-vous pour nous rejoindre, participer à ce travail, ou au moins lui apporter le poids d'adhésion toujours plus importante? Si vous n'habitez pas Villejuif, qu'attendez-vous pour créer votre association, en sachant que l'achat d'un sonomètre est à la portée d'une petite association? En revanche, les applications sonomètres pour téléphone portable que nous avons testées se sont révélées non fiables et en fait surtout un support pour la publicité, tout au moins les applications gratuites. Je ne voudrais pas terminer mon propos sans vous signaler quelques pistes pour celles et ceux qui souhaiteraient aller plus loin sur cette question. Le Centre d'information et de documents sur le bruit, CIDB, est une association reconnue d'utilité publique. Sur son site, on trouve toutes les informations utiles sur la réglementation, les acteurs, etc. Vous trouverez le lien et les suivants dans le texte de présentation de cette vidéo. Bruit-Parif est une association créée par le Conseil régional d'Île-de-France sur le modèle d'Air-Parif ou de Nature-Parif. Elle a comme objectif de diffuser une information fiable et de mener des actions de prévention. Signalons l'existence d'associations spécialisées comme l'Advocnar. Enfin, je ne peux que vous conseiller l'ouvrage de Marie-Christine de la Souchère, paru en 2013 aux éditions Ellipse, Les sons en 150 questions, qui est un très bon ouvrage de vulgarisation sur les aspects physiques et physiologiques que nous avons traités, ainsi que sur quelques autres. Il est abordable par tout le monde. Il est un peu ancien, mais on le trouve toujours. À bientôt sur notre chaîne YouTube.